Le lounge de l'entrepreneur, épisode numéro 26. Souvent, je trouve que l'idée est overrated. L'important, ce qui va faire que ça fonctionne ou pas, c'est l'exécution. Bienvenue à tous à un nouvel épisode du lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Christian Genet. Fin octobre 2016, Christian Genet, TDAH assumé et maniaque de boxe, se demande toujours quoi manger après son entraînement quotidien. Les mois précédents, après avoir vendu le groupe Sushi Taxi et étudié au MIT, il avait compris que la techno était au centre du déploiement des nouvelles entreprises, que le modèle opérationnel alimentaire devait être totalement repensé et que la nourriture santé devait être archi-goûteuse ou mourir. De cette réflexion est né Buddha Station. Salut Christian, ça va bien? Ça va super bien. Merci de ton invitation, Jonathan. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Si tu veux commencer à nous parler un peu de toi, ce que tu fais dans la vie, passion, passe-temps? D'abord, tu l'as dit, je m'appelle Christian Genet. Je suis le père d'une adolescente de 19 ans maintenant. Je suis un maniaque de boxe, à en avoir même fondé un OBNL à Québec. Ah ouais. Je me réserve un 15 minutes par soir de semaine pour apprendre l'espagnol comme vraiment routine. Et j'aspire à faire une folie par jour. C'est ma devise. C'est cool ça. Et puis, ma mission, c'est de rendre les repas santé excitants et accessibles. Et c'est ce que j'essaye d'accomplir avec mon entreprise Buddha Station. Ok, tu veux justement nous en parler un peu de Buddha Station? Ça fait combien de temps que ça existe? C'est quoi justement les repas santé? C'est quoi exactement dans le fond que la compagnie a l'offre? Tu veux nous parler de ça un peu? Ouais, écoute, en fait, ça remonte quand même à loin, si tu me permets de faire une petite historique, là, tu sais. Ben oui. J'ai étudié en droit un peu malgré moi. OK. C'est-à-dire que au cégep, je savais pas trop quoi faire, où aller, un peu perdu. Puis mon père à l'époque avait mis de la pression sur moi pas mal pour que je reste aux études. C'est lui qui payait. Mhm. Alors, je suis rentré en droit, vraiment poussé par mon père qui me disait tu fais un premier bac, t'en feras un deuxième, puis une maîtrise, puis c'est vraiment un bon background à avoir. Fait que, écoute, Mhm. j'ai étudié en droit, j'ai fini le droit, mais je suis un drop-out et fier de l'être, c'est-à-dire que j'ai jamais fait mon barreau. OK. J'ai démarré ma première idée d'entreprise qui est le groupe Sushi Taxi en 2000 de mon 3,5 avec 500 pièces sur ma carte de crédit. Oh my God, OK. En ayant vu, disons, une opportunité de marché, simplement du côté artiste que j'étais, qui aimait manger des sushis, qui a tout le temps eu aussi du talent à cuisiner de façon autodidacte, à jouer de la musique, à écrire. Et là, je me suis dit, bon, c'est drôle, j'aurais le goût déjà de manger quelque chose de différent. J'ai l'impression qu'on c'est impossible de se faire livrer autre chose que du poulet puis de la pizza. Rappelle-toi en Ouais. 2000, là, tu sais, c'était pas mal Mhm. ça. Je pense qu'il y a une opportunité de marché. Je vais me partir une petite entreprise. Alors, j'avais appelé ça Sushi Taxi parce que j'avais pas pignon sur rue. Et puis, je prenais des petites annonces dans le journal Voir à l'époque qui dirigeait vers un numéro de cellulaire à l'époque où les cellulaires étaient immenses et s'ouvraient en deux. Ouais. Et puis, écoute, j'aime dire que ma première job, ça a été d'être comédien parce que j'étais le seul et unique employé de cette entreprise-là. Mais, tu sais, je répondais au téléphone, je disais, madame, je vais parler au chef, je vous reviens. Monsieur, je rejoins le livreur pour savoir il est rendu où, puis je vous rappelle. Mais, tu sais, c'était moi le livreur, il fallait que je retourne chez nous, je fasse une commande, je
passe Oh my God. chercher du change, j'aille livrer le livre, porter ça chez le client. À l'époque, oublie ça, Google Maps, ça existait pas. Fait que c'était des cartes à mitaines, c'était tough de trouver les adresses. Fait que j'ai parti dans ces conditions-là une entreprise en 2000 qui s'appelle le groupe Sushi Taxi. Puis, j'ai vendu ça en juillet 2016. OK, quand même, c'est bon. Ouais, alors que c'était rendu à 18 restos, OK. au-dessus de 10 millions de chiffre d'affaires, sans C'est bon. jamais avoir eu 200 $ de marge de crédit. Ah ouais, OK. Ouais, fait que ça a été ma première aventure en affaires, où je suis passé d'un artiste à quelqu'un qui voulait apprendre les affaires de manière autodidacte. Fait que quand j'ai vendu mon entreprise, je suis retourné à l'école, je voulais apprendre la techno. Je suis allé faire un MBA au MIT à Boston. Ah boy, OK. Durant ma transition, j'étais sur un conseil d'administration d'une belle entreprise à Québec qui s'appelle MacTech. Je faisais la transition de mon entreprise aussi avec les nouveaux acheteurs. Je m'occupais aussi de mon OBNL. Fait que j'étais un gars qui est très occupé. Puis j'ai comme aussi accepté à travers tout ça un mandat d'enseigner à l'école d'entrepreneurship de Beauce. OK. Et pour moi, le sport a tout le temps fait partie intégrante de ma routine. Et le moment le plus propice pour moi, c'est le midi. Alors donc, OK. à tous les midis, grosso modo, entre 11h30 et midi et demi, c'est mon moment à moi, mon rendez-vous qui est intouchable. C'est boxer. OK. Ah, c'est cool, ça. Écoute, je te jure, c'est une hygiène de cerveau en premier. Ça me met le cerveau à off automatiquement. Je retrouve mon calme. Si j'ai une décision à prendre durant cette journée-là, je repousse tout le temps ça après mon entraînement parce que je vois clair, je m'échauffe, Ouais, de ça. je me sens vraiment groundé. Fait que puis en plus, je prends pas 2 heures à aller dîner au resto avec un partenaire d'affaires à manger un steak puis boire 3 verres de vin. Fait que ça règle bien des problématiques, Ouais, de ça. ça là. Mais c'est toujours la même question en sortant de cet entraînement-là, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? Comment ne pas scraper l'heure que je viens Ouais, de de ça. faire? Et puis, c'est pas vrai que quand tu ramasses une salade au McDo, c'est santé. C'est peut-être moins calorique, c'est pas santé. Ouais. Aller au crudescence à l'époque, c'était un processus qui était compliqué, qui était long, que le goût me rejoignait moins, et puis que j'ai l'impression à chaque fois qu'il fallait que je laisse mon hypothèque de résidence en échange, là. Alors, je me suis dit, c'est une problématique qu'il faut que je règle. Et j'étais la première personne pour qui la régler. Et de là, j'ai eu le spark. Je me suis dit, il faut que je la règle, cette problématique-là. Je vais créer une entreprise pour régler ça. Alors, de cette réflexion-là et de mon lifestyle est venue l'idée de Buddha Station. OK. Ça fait combien de temps de ça? Janvier 2017. Alors, OK. janvier 2017, je te dirais que je suis démarré avec un idéal. Ouais. Alors, j'aime dire que j'ai pas débarré une entreprise, mais je suis parti d'un idéal. J'avais vécu, moi, tu sais, dans le domaine de l'alimentation pendant des années. Ouais, de ça. Il y avait des irritants que j'avais que je ne voulais plus rencontrer. Il y avait des choses pour moi que c'était clair que je voulais plus avoir dans ma vie professionnelle. Genre, par exemple, Par t'as-tu des exemples? exemple, embaucher des cuisiniers, pour moi, c'est une main-d'œuvre qui était très dure. Il n'y avait pas de relève. Souvent, c'était des gens qui avaient des parcours de vie qui étaient très difficiles. Dur de les engager aussi dans une vision d'entreprise. Je voulais plus investir non plus beaucoup de sous dans du CAPEX, c'est-à-dire dans un bail qui coûte cher avec beaucoup de rénovation, beaucoup d'investissement dans du mobilier et tout. Je voulais plus ça. Et à l'inverse, il y a des choses que je voulais à tout prix. Par exemple, que ce soit une entreprise qui passe majoritairement par la techno et qui réponde à vraiment une conscience au niveau de la santé. Fait que c'était les prémices de base de mon entreprise.
je me suis dit, maintenant, à partir de ça, il faut que je trouve une façon d'opérer une entreprise pour que ça soit intelligent dans le domaine de l'alimentation, dans un moment où il y a une rareté au niveau de la main-d'œuvre. Je veux utiliser la techno. Et là, je me suis dit, parfait, je vais ouvrir un petit comptoir. J'ai donné un petit nom, puis je vais faire des tests. Je vais faire des tests de marché sur le produit. Je vais faire des tests avec des fournisseurs. Je vais faire des tests avec un petit carte sur un iPad pour tester la techno, pour comprendre. Donc, j'ai fait ces tests-là. J'ai conduit ces tests-là pendant 6 mois. Après 6 mois, ça m'a permis d'avoir les réponses et là, de pouvoir créer un site web. Ensuite de ça, trouver mon modèle opérationnel, comprendre c'est qui mon client, créer de toutes pièces ma vision, et ensuite de ça, la segmenter comme il faut sur un parcours de grands objectifs sur 5 ans. OK. Tu as un plan de 5 ans là, depuis 2017, dans le fond. Depuis, je te dirais, janvier 2018, là, OK. une vision très claire sur 5 ans de mon entreprise. OK, cool. Puis justement, comme là, présentement, tu disais que tu avais commencé avec un petit, je sais pas si c'était local ou quoi, là. Est-ce que c'est où vous faites, dans le fond, les plats? Alors, mon objectif, ma mission avec Bouddha Station, c'est vraiment de rendre les repas santé excitants et accessibles. Chose qui est très large. Le premier go-to-market avec Bouddha Station, c'était de dire, je veux rendre les lunchs midi faciles, santé. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, de quelle façon je peux faire en sorte de simplifier les opérations? Or, chez nous, on ne fait aucune transformation. Je n'emploie aucun cuisinier et on ne fait aucune cuisson. OK. Je fais affaire avec plusieurs partenaires d'affaires, des sous-traitants, par exemple, une usine qui font nos sauces de A à Z selon nos recettes. OK. Une usine de débitage de poissons qui font notre gravlax, notre saumon fumé, qui débite le poisson en tartare. Donc, qui fait en sorte que mon équipe terrain sont des jeunes qui ont à cœur la santé, qui aiment notre entreprise, qui aiment notre vision d'affaires, que ça les rejoint, et on les forme en 12 heures avec un iPad à faire l'assemblage des repas. OK. Alors, cool. dans le fond, on contrôle la valeur ajoutée du repas, c'est-à-dire la quantité, la présentation et le mix parfait des saveurs. Mais tout ce qui est transformation, on donne ça en sous-traitance. OK, cool. J'avoue que c'est une bonne idée de pas justement avoir à t'occuper de justement toute cette partie-là, là, qui, comme tu dis, gérer les employés, un local, etc. C'est souvent ça. En fait, ça fait une croissance aussi au niveau opérationnel qui est beaucoup plus facile. Ça fait une entreprise qui est scalable. Ouais. Ensuite de ça, ben, nos clients sont des entreprises, fait qu'on joue dans un marché B2B. OK. Et donc, ces repas-là sont livrés par des entreprises de messagerie traditionnelles. Alors, on ne joue pas du tout avec des Uber ou des Foodora. Par exemple, on utilise Courrier Plus à Montréal, MedExpress à Québec. Alors, c'est vraiment des entreprises de messagerie traditionnelles qui ont une flotte avec des gens qui ont un costume. Il y a une traçabilité, il y a un waybill. Alors, ça fait un service qui est 100% fiable. Il n'y a pas un livreur qui arrive avec sa voiture, que le muffler traîne, puis la date de 4 jours. Ouais. Fait que ça aussi, ça fait une différence dans un moment où une entreprise comme la nôtre, la relation avec le client, c'est ce qui vaut de l'or. Ah, clairement. Puis c'est comment que ça fonctionne, mettons, les livraisons? Est-ce que vous faites des livraisons, peut-être pas quotidiennes, là, ça serait beaucoup trop intense, là, mais à la semaine, ou comment ça fonctionne dans le fond? En fait, on a 2 produits. Il y a des entreprises qui commandent chez nous pour des meetings. Alors, soit ils reçoivent, ils font un meeting, ils font une présentation, ils reçoivent des clients, ils font un lunch and learn avec des employés. Alors, l'adjointe est celle qui est en contact avec nous, qui passe une commande.
à partir de 2 heures de délai, on livre ces entreprises-là des lunchs personnalisés qui sont commandés via notre solution web. Et puis, sinon, on a aussi une deuxième solution qui leur répond vraiment à un besoin qui est plus de convenience. C'est-à-dire les employés tels quels qui, à tous les jours, c'est la course folle au lunch, 30 minutes avant que l'horloge sonne midi. Les gens se réveillent et se disent « Qu'est-ce que je mange? » Il y en a qui amènent des restants de la veille, un lunch. Il y en a qui se font un sandwich. Il y en a beaucoup qui mettent leur manteau puis qui partent chasser un lunch sur la rue, au petit resto du coin, au Subway et ainsi de suite. Alors, on a développé une gamme de repas qu'on appelle Buddha to go, qui sont des repas qui se gardent pendant une semaine, des repas santé et excitants qui vont avec notre mission d'entreprise et qui se gardent une semaine. Alors, on a des déjeuners, on a des ramen et puis on a des salades. OK, cool. Fait que à ce moment-là, les entreprises ont un abonnement et chaque vendredi, ils nous envoient leurs commandes. Nous, on les livre le lundi matin. Ils stockent ça dans leur frigidaire. On fait même la facturation personnalisée de leurs employés. Et puis, ça permet à leurs employés de manger entre 8 et 12 $, taxes incluses, sans préparation. Un lunch qui est vraiment mieux que, tu sais, les petits crêtes en plastique noir que tu sacs bon, là. Fait que, vraiment un lunch santé, goûteux, excitant. Fait que c'est nos deux gammes pour l'instant de repas. Je t'avoue qu'on a beaucoup de projets, disons, dans le collimateur. OK, cool. Puis les recettes, c'est comment vous élaborez ça? Est-ce que c'est toi, justement, avec ton background de cuisinier? Est-ce que tu as une équipe qui t'aide un peu? Comment on est rendu une entreprise, je te dirais, qui est très structurée, là. L'an dernier a été vraiment concentré sur bâtir une équipe pour la croissance. Contrairement à ce que j'avais fait avec Sushi Taxi, où quand ça commençait à saigner, on était débordé. Là, on avait les revenus. J'embauchais quelqu'un pour régler des problématiques. On créait un poste. Et là, j'ai fonctionné totalement à l'inverse en me disant, ma vision, c'est la suivante dans 5 ans. La première année sert à X, Y, Z chose. La deuxième, on va partir la croissance et je dois avoir une équipe pour cette croissance-là. Je vais bâtir une équipe de croissance. Je vais bâtir aussi une façon de former l'équipe pour la croissance. Et quand ça va être prêt, là, je vais commencer mon scaling. Fait que dans tout ça, on a une chef consultante avec qui on collabore pour justement développer ces repas-là. Mais j'ai aussi une personne qui s'occupe, qui est VP aux opérations à temps plein. OK. Vous êtes combien d'employés là présentement dans la compagnie? Tout près de 40. OK, quand même, là, pour une compagnie qui a un peu plus qu'un an. Qui a 2 ans maintenant. On est parti en 2017, janvier 2017. OK, 2 janvier 2017, OK. Exact. OK, quand même. Ouais. Ben, ça grandit vite, là. On a le vent dans les voiles. Ouais, c'est bon, ça. Excellent. C'est ça, tu es dans la région de Montréal aussi, t'es pas juste dans la région de Québec, parce que je suis un peu t'habites dans ce coin-là. On est Québec et Montréal. OK, cool. Là, est-ce que c'est vous qui allez justement, faites dans le fond, pas, comment je pourrais dire, pas de la pub, mais je sais pas comment vous faites de l'acquisition de clients, justement. Là, je sais que c'est B2B, là, mais est-ce que vous faites bonne question. Quelle bonne question. Écoute, pour moi, là, ça a été une obsession de la dernière année, ce qu'on appelle le Customer Acquisition. Alors, comment on entre en contact avec des futurs clients, comprendre c'était qui ces clients-là, comprendre c'est quoi la meilleure façon de les rejoindre. Ensuite de ça, de quelle façon on leur fait réaliser qu'ils ont une problématique, parce que souvent, ces gens-là ne savent pas vraiment qu'ils ont une problématique. Alors, comment on les éduque à ça, comment on leur parle des solutions dans le marché, puis comment on leur démontre que notre solution est extraordinaire comparée à ce qu'il y a d'autres dans le marché, puis comment finalement on les convertit en clients. Écoute, ça a été
une obsession totale pendant l'année dernière. Dans le marché B2B, business to business, l'acquisition de clients, c'est souvent quelque chose qui est très long. Ouais. C'est quelque chose qui demande aussi beaucoup d'ajustements. Je te dirais là, sur des détails comme le titre d'un email, comme le timing, comme le follow-up, est-ce qu'il se fait après une journée ou après 3 jours, c'est incroyable. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'on a un parcours d'acquisition de clients qui est vraiment diversifié. Autant on a un représentant sur le terrain, autant aussi on fait vraiment des initiatives au niveau de la publicité online. Alors là, je te parle de AdWords, je te parle de Facebook, contenu Facebook, je te parle de landing page, je te parle d'Instagram, je te parle d'influenceurs, je te parle aussi d'aller jusqu'à du referral. Fait que OK. ça, c'est vraiment pour nous cartographié puis suivi là, d'une manière, je te dirais, assez mathématique dans un CRM, là, un Customer Relationship Ouais. Management qu'on OK. utilise. Puis on multiplie là, justement les portes d'entrée quand on fait l'acquisition d'un client. Fait que autant en direct, autant un contact avec un email vidéo, autant une carte postale écrite, personnalisée à la main, à l'adjointe. C'est fou ce qu'on a appris, mais une des choses pour sûr, c'est que ça doit être personnalisé tout le Mm-hmm. temps, tout le temps, tout le temps. Ça doit raconter une histoire, ça c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose, c'est que faut vraiment que ces gens-là sentent qu'on est des experts dans ce qu'on fait. Ouais, exactement. Fait que voilà. OK. Ah, c'est cool, ça. C'est justement là, est-ce que la progression au niveau des clients, est-ce que tu es satisfait? Je sais qu'on en voudrait toujours plus, On en mais. voudrait toujours plus. On a eu une croissance de 107% dans la dernière année. Fait OK, c'est bon que, ça. comme entrepreneur, là, on est au-delà des pronostics qu'on avait faits. C'est super. Mm-hmm. Et ça nous permet d'accélérer justement. Ça nous a permis de rentrer, de comprendre le marché, de comprendre qu'il y avait un autre besoin, puis de rentrer aussi une nouvelle gamme de produits qui nous permet justement d'accéder à un produit avec du repeat business. C'est comme un peu un modèle d'abonnement, là, tu comprends? Mm-hmm. Oh, ouais, OK. On, Mensuel, dans le fond. exact, on cherche pas mal tout ça en affaires. Hein? Ouais, on dirait ça. Ouais, exact. OK. Là, est-ce que c'est comme ça? Dans le fond, vous avez, pour la compagnie, il y a le choix, soit que tu peux faire l'abonnement ou soit que tu peux faire à la carte, on va En dire, fait, là, on se commander fait à chaque fois. toujours ou presque connaître parce que les entreprises ont un besoin, ils font une réunion, ils reçoivent des clients, puis là, ils commandent un lunch. Fait OK. c'est tout le temps la porte d'entrée, là. On se fait connaître comme ça. On crée un Mm-hmm. contact avec le end user, c'est-à-dire la personne qui commande, qui est pas nécessairement et souvent pas la personne qui mange, c'est-à-dire OK. Ouais. l'adjointe, mais on en prend soin, je te jure. On la garde, on la prend Mm-hmm. soin, on la fait rayonner. Et puis, quand on a créé une relation avec cette personne-là, là, on lui fait comprendre, Colin, dans ton entreprise, il y a 100 autres personnes, ils font quoi, eux autres, pour luncher? Ah, Mm-hmm. ben, il y en a qui vont sur la rue, il y en a qui sortent, il y en a qui amènent des trucs. OK, combien qu'ils dépensent? OK. Puis, hey, si on vous faisait essayer de quoi, là, on vous l'offre. Tiens, vas-y, essayez-le. On vous propose, on donne même un genre de mode d'emploi. On te propose, là, Justine, de la journée qui fera froid, fait que sors un ramen, prépare-le 5 minutes avant que tout le monde soit dans la cafétéria, arrange-toi pour qu'il soit fumant, puis la personne qui trouve que ça sent bon et qui a oublié son lunch, offre-y en un, on t'en donne un de plus. La journée que tu manges ta salade, là, va trouver le gars qui aime pas les salades. Mm-hmm. Chiale tout le temps, que lui aime pas ça, les affaires santé, offre-y en une. Pour faire un statement dans le bureau. Puis Ouais. là, après ça, on y parle de notre solution. Fait c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire en respectant un timing, en ayant justement un processus d'acquisition qui est fait sans brusquer les choses. Ouais, clairement. Mm. Ah, j'aime l'approche. C'est sûr que justement, des fois, ça peut.
t'en donnes plus. C'est un certain coût, mais c'est une genre de publicité. Mais oui, tu vas l'investir en publicité, puis ça veut pas dire que ça va fonctionner. Là, Exactement. souvent, si tu vois, une des façons que j'avais vu ça un moment donné, là, c'est, il y avait plusieurs tests comment, je sais pas comment dire ça, là, de pub Facebook, de texte. Puis celui qui accrochait le plus, que le monde achetait plus souvent, c'est quand ils disent il y a genre 70% de votre quartier ou il y a tant de monde dans votre quartier. Genre, quand le monde peut s'identifier au produit, ils disent ok, moi je connais cette personne-là, puis elle l'utilise. C'est pas souvent genre combien d'électricité tu vas sauver, combien ci, combien ça. C'est dans votre quartier, il y a tant de personnes qui l'utilisent. Ça, le monde, ça les affecte plus positivement pour acheter, genre. Fait que si t'es dans ta business, puis tu vois que le monde autour de toi utilise ce produit-là, qui mange cette nourriture-là, puis qui ont l'air de l'aimer, ben ça va te donner le goût de l'acheter. Plus que si tu vois juste une pub sur Facebook ou un truc comme ça, dans le fond. Écoute, il y a un livre foudroyant que j'ai lu en affaires qui s'appelle Influence par Robert Cialdini. Et puis lui, il parle des 6 piliers de l'influence. Comment avoir de l'influence. Et un des 6 piliers est exactement ce que tu racontes. Okay. On appelle ça la réciprocité. Alors, les gens ont beaucoup plus tendance à être influencés, à se coller à des gens qui leur ressemblent, qui ont un quotidien qui leur ressemble, qui ont un rythme de vie, qui ont des challenges qui leur ressemblent. Alors, c'est un des 6 piliers de l'influence par Robert Cialdini, c'est la réciprocité, exactement ce que tu es en train de parler. Ah, c'est cool. Est-ce que ce serait un genre de livre que tu recommanderais aux entrepreneurs, lui? Y en a-tu des livres que... Écoute, pendant qu'on parle de ça, on va y aller? Influence de Robert Cialdini, c'est dans mon top 5. C'est à lire. OK. Sinon, le livre This is Marketing de Seth Godin. Seth Godin a écrit plusieurs livres, mais son dernier, pour moi, s'il y a un livre à lire sur le marketing, c'est celui-là. Un autre. C'est son dernier, ça, celui-là? Je sais qu'il y avait eu Purple Cow dans les premiers aussi. Mais qu'il a fait marketing pas mal connaître. est sorti il y a peut-être 3 mois, je pense. Ah, c'est bon, ok, c'est récent, là, ouais. Un autre livre que je trouve qui est important de lire parce que il donne un outil qui est nécessaire en 2019 aux entrepreneurs, c'est-à-dire savoir écrire. Et, c'est le livre de Dan Kennedy qui s'appelle The Ultimate Sales Letter. Fait que c'est pas tant à propos d'écrire une sales letter, mais plutôt comment faire du storytelling. Comment apprendre, comment formuler, comment faire du storytelling. Moi, je pense que c'est une qualité qu'un entrepreneur doit avoir, ou s'il ne l'a pas, il doit l'apprendre ou se coller à quelqu'un qui va l'avoir pour lui, mais écrire des histoires, c'est important. Ouais, non, clairement, c'est ça que je me rends compte de plus en plus, là. C'est, le monde s'attache justement à la personne derrière. Ils veulent pas juste que tu sois un parmi tant d'autres, là. C'est justement, c'est pour ça que les vlogs, souvent, ou les trucs comme ça, les podcasts, ça peut aider pour tes ventes, parce que justement, le monde vont apprendre à te connaître, puis ils vont plus faire. Ils disent, c'est ça, c'est ton affaire, ils disent que ça prend genre 3 fois, je pense. Il faut que tu vois la personne 3 fois avant de vouloir acheter, ou un produit, mettons, souvent, là, ça va prendre un certain nombre de fois que tu le vois avant de faire « Ok, oui, c'est beau, je fais confiance ». Mais la première fois, souvent, t'es réticent. Écoute, moi, justement, ce que dit Seth Godin dans This is Marketing, c'est vraiment il appelle ça le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois que tu as été en contact avec l'entreprise, que ce soit parce que tu as vu passer quelque chose sur les réseaux sociaux, que tu as vu de quoi dans le journal, que quelqu'un t'a parlé du produit, que tu es passé à côté de l'entreprise, qu'il y a une enseigne, peu importe. Lui situe ce nombre de fois-là à 15. Ah, si bol! Dans l'étape awareness qu'on appelle. Ouais, dirais ça. Alors, lui situe à 15 impressions la moyenne. Oh my God, ok. Avant de tomber à la prochaine étape qu'on appelle consideration. Alors, maintenant, je comprends que cette entreprise-là ont vraiment une expertise dans leur milieu. Je considère peut-être acheter. Ça prend 15 impressions avant de se rendre en moyenne. Oh my God. Ah, puis Geltros, il connaît quand même son affaire, là. Oh my God. Ok, c'est fou. Fait qu'il faut pas avoir peur de relancer puis de continuer à faire des pubs. De multiplier les plateformes. Comme ça. Ouais, justement,
de raconter des histoires plutôt que de faire de la publicité. Mm-hmm. Imagine, Jonathan, que tu magasines avec ta blonde une maison, tu sais, une maison modèle, mettons Bonneville, tiens. Mm-hmm. Un Build Kit Home que j'appelle. Tu magasines ça, OK? Mm-hmm. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour toi, mettons? Est-ce que c'est de voir dans ton feed Facebook, de voir chez Bonneville, on a les meilleures maisons, blablabla, on a les meilleurs prix, contactez notre représentant des ventes. Ou bien de voir un article qui dit vous êtes intéressé par un home built house, voici les 7 erreurs graves à ne pas faire. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus intéressant au niveau du awareness? Qu'est-ce que tu penses Clairement le deuxième. qui place l'entreprise sur un terrain où elle devient un expert et qui n'a pas l'air de rentrer dans la gorge des clients qui veut vendre des maisons? C'est clair. Alors, c'est sûr que toi, si tu magasines ça avec ta blonde, t'es intéressé le soir dans ton divan à aller lire cet article-là, les 7 trucs, t'es là-dedans, tu magasines. Si t'as pas pensé à Bonneville, là, tu vas te dire, Colin, je vais y aller voir eux autres qui ont l'air à connaître ça, c'est hot. Tu comprends? Ben, pour moi, là, le marketing, et c'est exactement ce que raconte Seth Godin dans son livre, et c'est exactement pourquoi je crois au storytelling. À mon avis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que de faire de la pub. On est à l'ère où on est envahi de pubs et on est envahi de mauvaises pubs en plus. Ouais, clairement. Fait que la seule façon de s'en sortir, c'est de raconter des histoires ou de créer du contenu qui ajoute de la valeur, qui donne de l'information. À mon avis, c'est la seule voie en 2019. Non, clairement, là, c'est ça, de plus en plus, les trucs marketing que j'écoute, c'est ça qu'ils disent, là, donner du stock. Puis justement, tu sais, mettons, entre autres, là, les podcasts ou les vidéos, tu donnes plein de... Tu sais, mettons, t'es un expert en publicité. Tu donnes plein de trucs de publicité, là, le monde se dit, ouais, mais pourquoi tu donnerais tes conseils, tes trucs? Tu dis, ouais, mais c'est pas grave, tu sais, il y a du monde de tu sais, qui veulent pas le faire. T'sais, même s'ils apprennent, ils commencent à gosser avec ça, puis ils font « Ah, finalement, j'aime pas ça. » Mais lui, c'est un expert, il m'a donné des conseils, ben je vais aller le voir pour avoir ses services. T'sais, c'est juste de te placer dans la tête, mettons, de marketing, là, qu'on associe le marketing à toi. Mais tu sais, ça va t'amener des clients par après. Il n'y a rien de mieux, en fait, là, aussi, que d'éduquer un client ou un futur client. Il n'y a rien de mieux que ça, parce que plus tu l'éduques, plus il voit en toi une valeur et une expertise. Ouais, clairement. Je suis convaincu de ça. Non, c'est sûr. Là, tantôt, tu me parlais justement de la compagnie. En 2 ans, ça a super bien progressé. Vous êtes rendu à 40 employés. Avant ça, tu as eu ton autre compagnie que tu as vendue dans les 3 ans, je pense, tu m'as dit en 2016. Ouais, fin 2016. OK. Puis, ben là, ça a super bien été. Malgré tout ça, il y a sûrement eu des trucs qui ont moins bien été. Tu veux-tu nous raconter, mettons, la pire épreuve que tu aurais eu à surmonter durant ta carrière d'entrepreneur et c'est quoi que tu as appris de cette situation-là? Tu parles d'une bonne question. Écoute, tu sais, quand on est entrepreneur, des erreurs, il y en a des tonnes et des tonnes. Et puis, j'aime dire que même si ça fait 17 ans que je suis dans le monde des affaires, on n'arrête pas de faire des erreurs. On en fait autant, c'est juste que je les réalise plus vite et je les corrige plus vite. Alors, la différence, tu sais, elle est vraiment là. Hein. Mais écoute, si on revient en arrière, là, mettons, à l'époque avec Sushi Taxi, le moment le plus dur, ça a été justement quand j'ai décidé de mettre mon entreprise en vente. J'ai été approché par une entreprise cotée à la bourse qui était en train d'acheter à peu près tout ce qu'il y avait dans l'alimentation. Et puis, je me suis entendu avec eux. On a signé les contrats, transféré tous les baux.
Ils ont rencontré les employés 2 fois. Et puis, publié dans tous les journaux qui achetaient mon entreprise. On attendait le 30 jours d'autorisation de la bourse de Toronto. Et puis, 5 jours avant de passer chez le notaire, ils m'ont envoyé une lettre par huissier comme de quoi ils sortaient du deal puis ils achetaient plus mon entreprise. OK. Il y avait eu un Tu vois, mauvais trimestre, puis le board avait callé à shot qu'il n'y avait pas d'acquisition, puis voilà, débrouille-toi avec ta compagnie, on n'achète plus. OK. Eux autres, il y avait eu un Exact, mauvais trimestre ou exact, toi, t'avais eu... eux autres. OK. Fait que ça a été, je t'avoue, que ça a été vraiment un moment très dur comme entrepreneur d'avoir dit à tout le monde, tous mes employés, à l'époque, j'en avais 250, Ah boy. salut, je m'en vais. Et puis là, que le projet tombe à l'eau, je te jure que je me sentais pas très à l'aise devant les employés. Non, c'est clair. Euh, et tu sais, sinon, qu'est-ce que j'ai appris en affaires? J'ai appris aussi le leadership. J'ai beaucoup travaillé le leadership. Tu sais, moi, d'abord, j'ai un TDAH. Alors, OK. je suis un gars qui a besoin d'être très focus, qui a besoin d'avoir une routine, qui a besoin d'avoir un équilibre. C'est vraiment important. Et puis, pour moi, là, le leadership, c'était quelque chose qui était, je te dirais, peut-être pas au niveau du partage et de l'écoute, parce que j'étais un gars qui, de base, était très, très impatient. Alors, Mhm. ça m'a beaucoup nuit en affaires, mon impatience, mon manque d'écoute m'a beaucoup nuit. Euh, alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai appris que un leader doit prendre soin de soi. J'avais déjà ce côté-là. Mais ensuite de ça, la job numéro un d'un leader, c'est de prendre soin des autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai Ouais. appris. Euh, ensuite de ça, j'ai appris aussi que, tu sais, dans une équipe, là, quand il y a une fraise qui est mâchée, il faut que tu t'en départisses rapidement parce que ça va faire mâcher tout le panier. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans mon parcours d'entrepreneur, que je mets maintenant tous les jours en application. J'ai appris aussi comment fallait pas porter de masque en affaires, c'est-à-dire que au début, tu sais, quand tu pars en affaires, tu as moins d'expérience, tu as un peu le syndrome de l'imposteur, tu joues un peu un personnage où tu sais, tu veux te créer une crédibilité, tu veux avoir l'air de quelqu'un qui sait où il s'en va, qui a confiance en lui. En même temps, euh, ça t'amène à souvent avoir une personnalité qui est pas tout à fait pareille. Tu vois, à court terme, ça peut t'amener des problématiques aussi où tu passes pour un dur, tu passes pour quelqu'un qui a pas de cœur, tu passes pour quelqu'un qui écrase le monde. Et ce ne sont Mhm. plus des techniques en 2019, loin de là. En 2019, on est à l'heure d'être authentique, d'avoir des valeurs qui sont claires, de les camper auprès de son équipe, de recruter, de former son personnel à même ces valeurs-là, puis de les appliquer autant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Fait que, bref, avec mon projet Buddha Station, j'ai beaucoup travaillé mon côté écoute en tant que leader. J'ai même fait mon coming out auprès de l'équipe en disant que je sais que c'était mon point faible, mais que je voulais le travailler et voici comment j'allais le travailler. Puis c'est fou comment ça a comme crevé l'abcès, puis ça a rendu la chose un peu plus, disons, détendue, drôle, ouverte que quelque chose qui était tabou. Puis, en tout cas, je pense que je suis sur la bonne voie. Non, mais c'est clair. Puis c'est rare qu'un boss va faire ça, là, qu'il va admettre ses faiblesses ou ses torts ou quoi que ce soit. Là. Puis moi, je trouve que justement, tu sais, avec tes employés, ça crée une belle relation. Puis moi, avoir eu un boss dans ce genre-là, tu sais, c'est sûr que déjà là, ça m'aurait donné plus le goût de pas juste faire ma job, là, de pas juste faire le minimum. Tu sais, de vouloir aider. Je vois le côté humain de l'employeur, puis tu sais, ça me donne le goût d'y en donner un peu plus ou quoi. Là, Tu sais, tant qu'à moi, là, toi, si, quand tu es en relation avec ton meilleur ami, quand tu es en relation avec ton enfant, quand tu es en relation avec quelqu'un avec qui tu t'entraînes, quand tu es en relation ou en future relation avec ton amoureuse, la chose la plus importante, il y a une seule chose qui fait foi de tout.
c'est la confiance. Mhm. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation. Peu importe que ce soit un ami, un amoureux, un enfant ou un employé. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a rien. C'est notre rôle en tant que leader d'instaurer vraiment une relation de confiance rapidement. Puis une de ces façons-là, c'est quand tu fais foirer la patente, quand tu n'es pas bon, quand tu l'échappes, reconnais tes torts. Puis dis comment tu vas te reprendre, puis fais-en un coming out à tout le monde. Les employés ne veulent pas que tu sois parfait. Ils veulent sentir que you care for them. Mhm. C'est ce qu'ils veulent. Puis les clients, c'est pareil. Les clients ne s'attendent pas à ce que notre entreprise soit parfaite. Ils s'attendent de sentir qu'on veut prendre soin d'eux et qu'ils sont importants. Ah, clairement. Moi, je pense que c'est une très bonne façon de voir les choses. Tu penses que ce serait justement un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat? De montrer la confiance aux autres, là, dans le fond, de faire en sorte que les autres aient confiance en toi, en fait. Ben, quelqu'un qui veut se lancer en affaires, je te dirais, souvent je trouve que l'idée est overrated. L'important, ce qui va faire que ça fonctionne ou pas, c'est l'exécution. Mm-hmm. Tu sais, je fais souvent le comparatif avec la boxe. Il y a deux boxeurs qui s'entraînent pour un combat de championnat. Les deux ont une équipe, les deux font de la physio, font de la préparation mentale, font de la vidéo, ont des sparring partners. Le jour du combat, là, selon leur plan de match, là, il n'y a pas un des deux gars qui rentre qui se dit je vais perdre, c'est sûr, puis je vais faire attention de ne pas me blesser. Les deux rentrent dans le ring, puis selon leur plan de match, ils sont gagnants. Là. Mm-hmm. Ils ont fait un plan de match, puis ils se sont organisés en conséquence, puis ils vont suivre le plan de match, puis ils sont gagnants. Mais je suis désolé, là, au premier coup de poing entre les deux yeux, là, le plan de match, il prend le bord. Je te jure que le plan de match n'existe plus. Après ça, là, c'est l'instinct de survie qu'on appelle. Mais les entrepreneurs, c'est pareil. Il n'y a pas un idiot sur la planète qui n'est pas capable de faire un fichier Excel qui n'arrive pas. Tous les business sur Excel, ils marchent tous. Je ne connais pas un idiot qui fonde une entreprise qui ne marche pas sur Excel. Ils marchent tous. Drôle comment, après 5 ans, 95% de ces entreprises-là sont fermées. Ouais. Hein? Ce qui fait la différence, là, c'est l'exécution. Et là, la différence. Ouais, non, clairement. Moi, j'entends souvent, j'en avais un de mes chums à un moment donné qui dit « Ah, moi, je vais trouver des idées de business, je vais vendre ça. » Tu sais, ben moi, j'étais comme « Il n'y a pas personne qui va payer pour ça. » Mais sérieusement, c'est que, c'est ça que je disais, tu sais, après ça, c'est la personne. Tout le monde peut avoir une idée. Le monde a souvent peur de se faire voler leur idée. Sauf que l'affaire, c'est que le trois quarts du monde le feront même pas. Tu sais, tu parles de boxe ou quoi, là. Ouais. Tout le monde sait comment se mettre en forme, mais il n'y a pas personne qui le fait. De toute façon, là, j'exagère les deux extrêmes. Ben oui. Mais tu sais, la plupart du monde le savent que pour être en forme, t'as juste à mieux manger, à moins manger de cochonneries, puis aller faire plus d'exercice, mais le monde le font pas plus. Fait que, tu sais, dis-toi que si pour leur santé, ils le font pas, tu sais, des fois, partir une business, c'est plus compliqué, ça prend plus d'argent, de temps. Si déjà, ils disent qu'ils n'ont pas de temps pour s'entraîner, crée-moi qu'ils n'ont pas de temps pour partir une business, là, parce que c'est 10 fois plus exigeant. Exact. Puis, de toute façon, là, tu sais, quand tu pars en affaires, il y a tout le temps un blaireau pour te dire « Ah, je l'avais eu il y a 2 ans, cette idée-là. Ah oui, j'ai vu à 50 ans des moments qui fait ça depuis 5 ans. Ben oui. Ben oui. Il y a tout le temps un smart pour te dire ça. Et c'est pas grave, on reconnaît les vrais entrepreneurs, justement, à l'exécution. C'est là que ça se joue. Non, clairement. Ça, tu sais, je parle souvent de ça avec des amis, là, tu sais, comme, mettons, dans le angel investing, là, si tu investis dans une compagnie, tu sais, t'as deux business qui font la même produit, sauf qu'il y en a un des deux, le boss de la compagnie, il est tout le temps ça go, il aime ça aller manger dans un gros restaurant, dépenser bien de l'argent, puis il roule en grosse voiture, il a la grosse maison. L'autre, justement, il est super sobre, quand il rentre le soir, il continue à s'éduquer, il est bien entouré, il travaille sur sa business quasiment tout le temps, il couche les enfants, il continue à travailler sa business. Tu sais, c'est sûr que t'as celle qui a plus de chances de fonctionner, puis celle qui a plus le goût d'investir, c'est le gars des deux qui est plus sérieux, pas celui qui est sur le party. Là. Même si la compagnie, ils ont, mettons, le même chiffre d'affaires présentement, mais à au long terme, moi, je miserais plus celui qui est plus sérieux que l'autre. Là, l'entrepreneur en tant que tel, il est plus important que l'idée. À mon avis, en arrière. les investisseurs, il y a 3 choses qui les préoccupent.
puis en ordre d'importance. Un, l'environnement dans lequel ton idée ou ta future business opère. Fait que, t'es-tu en techno, t'es-tu en alimentation, t'es-tu dans l'automobile, dans l'environnement? Alors, quel est ton environnement? C'est quoi le lac sur lequel ta barque va naviguer? Deux, l'entrepreneur. C'est qui ce bébête-là? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi ses qualités? Puis trois, l'idée. L'idée, à mon avis, c'est en troisième. Bon, clairement. Moi, je pense que ça devrait être aussi, là, honnêtement. Là. Et c'est un de mes amis, c'est ça qu'il fait. Lui, il investit des micro-caps. Ouais. Je sais pas si c'est quoi. Puis justement, lui, c'est ça qu'il fait, c'est qu'il rencontre les propriétaires d'entreprise. Là. Lui, il veut pas juste une idée puis voir genre un graphique. Là. Il veut vraiment parler avec les entrepreneurs. Et des fois, il va aux States puis il rencontre la personne. Puis c'est comme ça qu'il se base souvent pour faire ses investissements. Absolument. Ça va bien, là, justement. Ben, il réussit pas tout le temps, mais je veux dire, ça va vraiment bien ses affaires. Là. Il est pas appelé. Depuis qu'il me parlait de ça, justement, j'ai compris. Lui, c'est un des premiers, justement, qui m'a fait comprendre que c'est pas juste l'idée, là, c'est vraiment la personne derrière qui est importante. Là. Je suis OK, cool. Exact. Exact. Puis tu sais, un entrepreneur, c'est comme un coach, hein? C'est le leader. C'est pas lui qui est à la glace à compter des buts. C'est lui qui met l'équipe devant lui, qui pousse l'équipe, qui la fait avoir confiance, c'est lui qui est liant pour aller gagner. C'est ça, dans le fond. Là. Donc, dans l'exécution de la chose, le leader est très important, mais aussi ses qualités de leadership. T'sais. À mon avis, c'est quelque chose que les entrepreneurs doivent apprendre à travailler constamment. C'est de constamment se remettre en question et d'être un meilleur leader. Non, c'est vraiment important. Là. Moi, je pense que justement, d'avoir un boss que tu peux avoir confiance qui te donne aussi, comme je disais tantôt, le goût de travailler, d'y en donner plus. C'est le fun. Pas juste un boss que tu vois jamais, qui te donne jamais de tape dans le dos et des enfants dans le même. C'est pas. Honnêtement, là, ben, je pense que justement, tranquillement, le monde commence avec le agile. Je sais pas comment mais ça, tranquillement, je pense que les employeurs commencent de plus en plus à s'en rendre compte. Là. Oui. Mais tu sais, la crise des RH amène à ça. Hein. Ouais. Il y en a qui subitement prenaient pas soin de leurs employés, qui commencent à comprendre là, que là, il va falloir qu'ils se réveillent. Là. C'est pas en offrant une table de baby-foot puis des lunettes à leurs employés que la problématique. C'est ça. Non, clairement. Je suis 100% d'accord. Tu sais, une relation avec des employés, là, c'est une relation humaine. Alors, c'est ça. Si tu les traites comme des robots, comme des numéros, ben, tu vas avoir, en échange, c'est le service que tu vas recevoir. Tu sais. On a ça. Puis là, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre qui fait sentir de plus en plus, c'est pas le temps de perdre tes employés, surtout tes bons employés. Exact. Fait que non, c'est faut bien les traiter. C'est quoi qui t'allume le plus ces temps-ci au niveau de la business? C'est la progression dans le fond? Est-ce que vous cherchez des nouvelles recettes aussi? Y a-tu quelque chose de. Ben, comme je te dis, on vient de lancer notre nouvelle gamme Buddha To Go, qui est une gamme qui répond à vraiment une demande dans le marché, un trou dans le marché au niveau de l'offre, d'avoir quelque chose qui se consomme en dépannage, un lunch de dépannage qui coûte pas cher, puis qui est santé, puis qui reste goûteux. Alors, on a trouvé la brèche dans le marché. On veut percer ce marché-là, puis le faire d'une manière rapide pour le prendre ce marché-là avant que la compétition arrive. On est dans un espace où, justement, à part des solutions à mettre au micro-ondes, il n'y a rien. Fait qu'on veut vraiment pousser, aller rapidement pour prendre le marché. Puis là, ben, on a fait Québec-Montréal. On est en route vers Ottawa. Puis ça va nous permettre là, de couvrir toute la province là, d'ici maximum 6 mois. OK, cool. Puis à travers tout ça, ben, je te cacherai pas que chaque semaine, j'essaie de devenir un meilleur leader, d'apprendre justement d'évoluer, d'apprendre, d'être authentique, de rallier mes gens sur ma vision, de faire en sorte que chacun de mes employés s'épanouisse autant au niveau personnel que professionnel. Je pense que c'est notre rôle en tant qu'entrepreneur de les aider à évoluer personnellement aussi. Fait que c'est le côté que moi je veux
disons, faire évoluer. T'sais. Quand tu as une entreprise, la notion de succès est propre à chacun. Hein, il y en a Ouais, il y en ça. a que c'est de l'argent, il y en a que c'est un nombre de pignons sur rue, un nombre de magasins, un nombre de clients. Il y en a. Alors, et ça peut être aussi amener quelque chose de nouveau dans le marché, ça peut être changer les habitudes du monde, ça peut être pertinent, ça peut être aussi fournir des emplois durables et faire évoluer ces gens-là. Alors, il y a plusieurs façons de décliner le succès, c'est propre à chacun, mais je dirais pour moi, sentir que je fais une différence auprès de mon équipe, c'est une partie de mon succès. Puis la deuxième, c'est vraiment de sentir que j'amène quelque chose de différent dans le marché. Ça, c'est deux choses qui sont collées vraiment à ma notion de succès. Non, c'est vraiment bien. Comment tu t'entraînes? Justement, tu disais que tu sais, genre à chaque jour, tu essaies de devenir un meilleur leader. C'est comment tu fais? Genre, est-ce que tu lis? Est-ce que tu fais juste de la méditation puis de la réflexion sur toi-même? Y a-tu des Ça trucs, fait partie de ma quelque chose de routine spécial? personnelle. Là, chaque matin, je prends un 10 minutes pour me concentrer. First thing in the morning, je fais un petit jeu que j'appelle Rose Thorn Bud. Alors, je me concentre sur hier. Qu'est-ce qui s'est passé OK. de bien? Thorn, c'est l'épine. Qu'est-ce qui a été tough? Mhm. Puis Bud, qu'est-ce que je veux planter? Au niveau de la vibe, de l'énergie, de mon positivisme, qu'est-ce que je veux planter, puis qu'est-ce qu'il y a devant moi durant cette journée-là. Fait que je prends un petit 10 minutes chaque matin en me levant de faire ça tout seul. Je m'entraîne le midi, j'essaye de bien manger. Ça, c'est ma routine personnelle qui fait en sorte que je me sens dans ma version positive, en forme, prêt à foncer à tous les jours. Et c'est important pour moi, tu sais, ça. Mais sinon, je suis un gars qui lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis un gars qui écoute beaucoup de podcasts aussi. Là. Je reste à Québec et donc la manière de se déplacer, si tu es en voiture, souvent, ça fait 5 ans que j'ai pas écouté la radio. Là, j'écoute que des podcasts pour apprendre. Mhm. Puis c'est ça, je lis beaucoup sur... je suis le gars qui va chercher la réponse quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose. Ah, c'est ça, t'es autodidacte, dans le fond? En fait, je suis retourné à l'école, là, j'ai finalement appris le monde des affaires, mais oui, on est Mhm. à l'ère où, tu sais, les connaissances sont gratuites, sont partout, Ouais, de c'est à nous de ça. les saisir. Hein. Mhm. Non, on vit dans une bonne ère pour ça, là. Exact, Le monde n'a pas d'excuses. C'est juste souvent qu'ils veulent pas le faire. exact. Non, mais j'aime ça. Moi, justement, tu sais, j'avais une question tu sais, que je pose encore une fois de temps en temps, mais tu sais, j'avais souvent du monde qui me disait qu'ils sont pas routiniers. En fait, je me demandais moi, quand j'ai commencé à écouter des trucs sur l'entrepreneuriat, des podcasts, tout le monde semblait avoir une routine le matin, puis ça avait l'air de justement bien les partir. Là, de plus en plus, moi, j'en interviewais, puis le monde me disait, non, moi, j'ai pas de routine, tu sais, j'aime pas ça, nanana. OK, tu sais, c'est peut-être juste les autres ou quoi, là, mais je me rends compte, moi, en tout cas, personnellement, je le vois le matin que si j'exemple, justement, j'ai pas pris ma douche, je me suis pas réveillé d'avance, là, ça paraît vraiment que ma journée ou même mes entrevues, j'en ai eu, tu sais, je l'avoue, là. J'en ai eu des moins bonnes parce que j'avais mal dormi la veille dans la nuit, puis là, je me suis réveillé, j'ai dit, je vais dormir un peu plus, je vais skipper à la douche, mettons. Finalement, j'arrivais à l'entrevue, au podcast, tu sais, puis j'étais pas assez alerte que ça, là, tu sais, mettons. Écoute, Fait que ça paraissait, là. c'est chacun, mais moi, je te dirais que la routine, pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire, surtout avec mon déficit Mhm. d'attention, mais encore plus aussi quand efficace au travail et tout. Pour moi, c'est rassurant, c'est nécessaire, mais ça veut surtout pas dire que je suis un gars plate. Non, 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 c'est clair. C'est sûr que le monde associe trop souvent routine, tu sais, quelqu'un Ouais, de plate, non, justement, absolument pas. qui a ses petites Absolument affaires. pas. Faut pas, là. Écoute, Jonathan, je te laisse Ouais, le mot de la c'est ça que fin j'allais parce dire. que moi, il faut que j'y aille. Euh, Aucun problème. Merci beaucoup de ton temps. Écoute, c'est super apprécié. Justement, tu veux-tu nous plugger en finissant où c'est qu'on peut retrouver toutes tes affaires si on veut te contacter ou peu importe. Lâche-toi là, c'est le temps des plugs. écoute, la seule plug que j'ai à dire, c'est que j'adore parler de leadership. J'aime amener quelque chose de nouveau et à évoluer comme personne. Contactez-moi sur LinkedIn, Christian Genet, si vous avez envie. Et puis, ça va me faire plaisir de connecter avec vous. D'ici là, ben, Jonathan, au plaisir de te reparler. Merci de ton invitation. Puis, ça a vraiment été le fun de jaser avec toi.
Ben, ça fait plaisir. Je te remercie beaucoup de ton temps. C'est super apprécié. Comme là, on peut voir ton horaire il est serré. Puis je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps pour nous autres. C'était hyper apprécié. Sérieux, j'en aurais pris plus. C'était super intéressant. Ouais. Qui sait, il y aura peut-être un round 2. Ouais, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Peut-être même en personne. Je sais que tu dis des fois tu descends à Montréal. Là, je suis en train de me faire un studio maison. Fait que dès que j'ai ça, je peux t'inviter. Puis on prendra une bière. Ben, merci beaucoup. Bonne journée, là.